Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans cette nouvelle partie, nous serons 5 joueurs et on va se foutre dessus dans le mode tricherie. Comme d'hab, je vous fais un petit résumé des règles et n'hésitez pas à checker la description pour trouver le lien vers le site officiel. Donc, en mode tricherie, chaque joueur va tirer un rôle secrètement, il sera ou le seigneur, ou le gardien, ou un assassin, ou le traître. Il en découlera une identité, accompagnée d'un coup de mana permettant de révéler son rôle à tous les joueurs, et un effet pouvant aller du détournement de sort, ou le fait de prévenir les dégâts, de contrecarrer un sort, d'avoir un autre tour, bref, c'est assez varié. La victoire de chaque rôle est définie comme suite. Le seigneur et le gardien gagnent s'ils sont les derniers en vie. Donc, le gardien aide le seigneur, et gagne et perd avec lui. Les assassins, eux, gagnent si le seigneur est éliminé. Quant aux traîtres, ils gagnent si tous les autres joueurs ont été éliminés. Cela implique d'éliminer les assassins avant le seigneur et également les autres traîtres. Comme je l'ai dit au début, chaque rôle est caché. Le seul qui a son rôle révélé dès le début de la partie, c'est le seigneur. C'est également lui qui va commencer la partie. Et voilà pour les règles, donc vu qu'on est 5, il y a un leader, un gardien, 2 assassins et un traître. Sur ce, maintenant je passe à la présentation des decks et je vais ouvrir le bal avec le mien. Je l'avais déjà joué, et bien je le remets sur la table, mon deck Sakashima et Livio, 2 commandeurs dotés de la règle partenariat. Le deck est basé sur le contrôle et le blink, ce qui fait que la majorité des créatures que je vais jouer auront des effets quand ils arrivent sur le champ de bataille. À partir de là, j'ai des créatures me permettant de renvoyer des permanents dans les mains, ou d'en prendre le contrôle, ou encore de détruire des artefacts ou des enchantements. Pour parler un peu des commandeurs, Livio est donc la partie contrôle du deck, puisque en général quand je vais prendre une créature, je vais me servir de ses capacités pour ne pas la rendre, et il pourra même me permettre de sauver certaines de mes créatures pour pouvoir les renvoyer en jeu plus tard. Et Sakashima est une carte plutôt toolbox. Il va arriver sur le champ de bataille comme une copie d'une carte importante, que ce soit une carte qui me permet de blink ou avec un effet d'arrivée en jeu assez fort, voire même une carte d'élément de combo, et en cas de besoin je peux le faire blink pour qu'il revienne sur le champ de bataille comme une copie d'une autre créature. Si la game s'éternise, j'ai possibilité de jouer des combos qui me permettent de faire des infinités de blink et donc des arrivées en jeu multiples me permettant en général de conclure la partie. Et on enchaîne avec Ludo qui va nous jouer Gev Brûleur à écailles, dans la même lignée que son deck Amarante Coral que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. C'est un deck qu'il a cherché à faire très agressif, et qui va encore incarner une nouvelle fois toute la finesse possible. Concrètement, c'est un tribal lézard, son but va être d'infliger une blessure à tous les adversaires pendant son tour, pour que ces lézards arrivent sur le champ de bataille avec des marqueurs plus 1/+1 supplémentaires par rapport au nombre d'adversaires qui a perdu des points de vie. Pour l'aider dans cette lourde tâche, Gev a la possibilité d'infliger une blessure à un adversaire à chaque fois qu'il va lancer un sort de lézard. Et en parlant de ces lézards d'ailleurs, il a pas mal de ces créatures qui vont pouvoir supporter son commandant dans cette démarche, notamment en mettant régulièrement des pings, donc en infligeant une blessure par-ci par-là à ses adversaires, ce qui lui permettra de jouer des lézards complètement dopés pendant son tour. Du coup, on passe du tout petit mignon reptile ou gousi au T-Rex qui bouffe le monde. Monsieur a dit finesse, ok? Et nous avons ensuite Coco, et comme je l'avais teasé à la fin de la dernière vidéo, il va rejouer son deck Molecule Man, et vu qu'il s'est fait chier à faire une présentation de deck, je vais vous la remettre exceptionnellement. Et je me dédouane toujours du montage. Molecule Man est un deck qui est construit sur plusieurs concepts. Le premier étant que c'est un commandant incolore, ce qui est un petit challenge de conception étant donné l'accès restreint au seul sort sans couleur, heureusement que les artefacts existent. Le second concept est le thème que donne la capacité du commandant, que j'appelle le jouer sans payer. Pour renforcer ce thème, j'ai ajouté des cartes telles que Machine à présage, Planétarium de Wanchitong, Bienvenue au Planétarium. Je croyais que c'était Planétarium. Creuset merveilleux, Colosse de Maelstrom, etc., etc. Bref, des cartes comme ça. Le deck en chie 1000. Pour tirer parti au maximum de la capacité de Molecule Man, j'ai également ajouté quelques cartes pour contrôler ma pioche. Toupie de divination du Sensei, atelier à parchemin, boule de cristal, etc. Le kill du deck se fait de manière classique, à la créature et sans subtilité aucune, parce qu'on peut se permettre de mettre des grosses créatures telles que Galactus, Robot Panthère, Titan Triplet et autres Kozilek. Toutefois, je me suis interdit des Colosses de Pestacier ou autres Eldrazi annihilateurs, parce que j'ai une race en fait. Le tout est renforcé par une base de mana solide, avec plusieurs cailloux, parce qu'on ne peut pas toujours jouer sans payer. Et enfin, le deck contient quelques petites choses propres à l'incolore que l'on ne voit pas ailleurs, telles que Écho d'éternité ou Tout n'est que poussière. Voilà, c'était Molecule Man, j'espère que ça vous plaira, et à tout de suite pour la game. Ah, on s'en lassera jamais, toujours un grand plaisir quand les potes participent. On reprend avec Flo, et lui aussi ça va être la revanche de Ultron l'annihilateur. Donc c'est toujours un deck combo artefact, basé sur la capacité de Ultron à faire en sorte qu'à chaque fois qu'un artefact va dans son cimetière, chaque adversaire perdra un point de vie.
Et donc pour ça on va donc retrouver les grands classiques de cartes de sacrifice dans les decks combo. Et qui dit artefact et sacrifice dit également récursion. On va donc avoir la belle panoplie des cartes qui lui permettra de ramener ses artefacts dans sa main. La première capacité d'Ultron est toutefois pas à négliger, puisqu'à chaque fois qu'il va arriver ou attaquer, il va pouvoir créer un jeton de créature artefact 2/2 incolore robot et méchant, et vu que c'est une 3/4 qui a le vol, c'est d'autant plus facile de faire proc cet effet. Et pour finir, notre dernier joueur sera Sylvain et jouera Raph et Mickey, fauteurs de troubles. Un deck très violent dont les premiers tours seront consacrés à la rampe pour pouvoir jouer le commandant le plus vite possible. Quand celui-ci arrive, nous avons une 7/7 piétinement célérité sur la table, et à chaque fois qu'il va attaquer, donc seulement attaquer, il va révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à temps qu'il révèle une carte de créature. Il mettra cette carte sur le champ de bataille, engagée et attaquante. Si je vous dis grosse créature dégueulasse et qui tâche en vert et en rouge, vous avez sûrement des cartes qui vous viennent en tête, et bah il y a de fortes chances qu'elles soient dans le deck. Et pour cette partie, le leader sera Sa Majesté Bien-Aimée. Donc, à l'entretien du seigneur, en commençant par le prochain joueur dans l'ordre du tour, va pouvoir choisir de donner un permanent non enchantement et non jeton qu'il contrôle, et piocher une carte. Chaque permanent donné au seigneur arrivera sous son contrôle dégagé, et si personne ne choisit de donner 2 permanents au seigneur, eh bien c'est lui qui va piocher une carte. Et pour cette partie, ce sera moi, le seigneur. Mais avant même que la game commence, il y a un petit vocal intéressant. Ah oui, il faut lui donner des trucs, mais pas des jetons et pas des enchantes. Il a dit oh non, ok, merci Flo, bonne info. Il dit plus rien du coup. Je me parais comme vraiment comme un avocat. La game, il est gaulé avant même que la partie ait commencé. Voilà. Bon, à mon premier entretien, Sa Majesté Bien-Aimée se déclenche et vu que personne ne peut rien me donner, je vais piocher une carte. Après ça, je vais jouer mon premier terrain, le Temple de l'Illumination, un terrain qui arrive engagé mais qui me permet d'appliquer Regard 1, et il peut s'engager pour m'ajouter les couleurs d'Azorius. Le second joueur sera Ludo, qui va land avec un marais et jouera le Lézard du désert, une créature 1/1 qui a le contact mortel. Le troisième joueur sera Coco, et pour son premier land, il va jouer un Labyrinthe Mystificateur, un terrain qui s'engage pour ajouter un incolore, et pour 4 incolores, il peut l'engager pour exiler une créature attaquante qu'un adversaire contrôle. Au début de la prochaine étape de fin, la créature sera envoyée sur le champ de bataille. Avec ce mana, il va jouer en suspension 3 un talisman solaire, donc c'est un artefact qui s'engage pour ajouter 2 mana, et pour mémoire, la suspension, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de balancer le sort mais de payer son coup de suspension, ce qui permet d'exiler la carte avec un nombre de marqueurs temps. Au début de son entretien, il peut retirer un marqueur temps, et quand le dernier marqueur est retiré, la carte est lancée sans payer son coup de mana. Le quatrième joueur sera Flo, il va lander avec un lieu du crime, un terrain artefact qui arrive engagé, il peut s'engager pour ajouter un incolore, il peut également l'engager et engager une créature dégagée qu'il contrôle pour ajouter un mana de la couleur de son choix, et pour 2 incolores, il peut le sacrifier pour piocher une carte. Le cinquième et dernier joueur de cette partie sera Sylvain, et il va lander avec une forêt. On en revient à mon tour, et au début de mon entretien, Sa Majesté Bien-Aimée se déclenche, et personne va rien me donner, donc du coup je vais piocher une carte. Je vais ensuite jouer une île, et avec mes 2 manas, un mur d'augure, une créature 0/4 défenseur, et quand cette créature arrive, je pioche une carte. Et à la fin de mon tour, ayant un petit peu trop de cartes en main, je vais me délester d'un terrain. Au tour de Ludo, il jouera une montagne, et en profitera pour jouer son commandant, Gev, Brûleur à écailles. Une créature 3/2 qui a la parade, donc il faudra payer 2 points de vie pour pouvoir le cibler. Les autres créatures qu'il contrôle arrivent avec un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci, et maintenant à chaque fois qu'il va lancer un sort de lézard, Gev infligera une blessure à un adversaire. À sa phase d'attaque, il va envoyer le Lézard du désert sur ma tronche, bon déjà Ludo n'est pas mon gardien, je vais le laisser passer et je vais prendre une blessure. On enchaîne avec Coco, et à son entretien il va enlever un marqueur suspension du talisman solaire, après ça il va jouer un land et passer son tour. Et après cette déclaration de guerre officielle, Ludo commence à se poser des questions. Qui c'est mon ami? Ah ceux qui sont de ton côté. Oui, c'est pas faux, une question vite fait réglée. Reprenons avec le tour de Flo qui va jouer un marais, et pour 2 mana il va jouer un Calice toujours ruisselant. C'est un artefact qui coûte 0 mais qui a le multi-kick 2. Concrètement, on va pouvoir payer 2 mana supplémentaires autant de fois qu'on le souhaite au moment où on va lancer le sort. Le Corlys arrivera avec un marqueur charge pour chaque fois qu'il a été kické. Enfin, on pourra l'engager pour ajouter un mana incolore pour chaque marqueur charge qu'il a sur lui. Flo l'ayant payé pour 2 mana, il a donc un marqueur charge, donc s'il l'engage, il ajoutera un mana incolore. Puis autour de Sylvain, il va lander avec une montagne et jouer un rituel, les racines partagées, un sort de rampe qui va lui permettre d'aller chercher donc une carte de terrain de base et le mettre sur le champ de bataille engagé. Il ira chercher une forêt et passera son tour. Au début de mon entretien, Sa Majesté Bien-Aimée se déclenche. Mais encore une fois, personne ne me donnera rien, c'est pas grave, je pioche une carte. Je vais lander avec une plaine et jouer la relique de légende. Un artefact que j'aime beaucoup, et on peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de notre choix, et en plus de ça, on peut engager une créature légendaire dégagée qu'on contrôle pour ajouter un mana de la couleur de notre choix. Ensuite commence le tour de Ludo, il va lander avec un Pixouillé, un terrain qui peut s'engager pour ajouter un incolore, et il peut également s'engager pour ajouter un noir ou un rouge seulement s'il contrôle un marais.
Il passe ensuite à sa phase d'attaque, il va envoyer Gav sur Sylvain et le lézard du désert sur moi. Sylvain prendra 3 blessures du commandant, et moi je vais laisser passer le lézard et prendre une blessure en plus. À sa seconde phase principale, il jouera l'hérétique Viachino, une créature 1-3 qui pour un incolore et un rouge peut s'engager pour détruire un artefact ciblé. Le lézard infligera au contrôleur de cet artefact autant de blessures que la valeur de mana de l'artefact. Et puisqu'un lézard est arrivé sur le champ de bataille, Gav se déclenche. Avec sa seconde capacité, Ludo va cibler Coco pour lui infliger une blessure. Et du coup, toujours grâce à Gav, quand l'hérétique Viachino arrive sur le champ de bataille, il arrive avec 3 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur lui. On passe au tour de Coco et à son entretien il va enlever un nouveau marqueur temps à son talisman solaire, puis il va jouer un land avant de passer son tour. Du coup on continue avec Flo qui va lander avec un caveau des chuchotements, un terrain artefact qui ajoute un mana noir, puis il va continuer en jouant un assistant d'atelier, une créature artefact 1-2 qui fait que quand elle meurt on peut renvoyer une carte d'artefact ciblée depuis son cimetière dans sa main. Après cela, il mettra fin à son tour et on enchaîne avec celui de Sylvain, qui va commencer par land avec une montagne, puis jouer les liens élémentaires. C'est un enchantement qui lui permet à chaque fois qu'une créature de force supérieure ou égale à 3 qu'il contrôle arrive de piocher une carte. Puis on va reprendre avec mon tour et à mon entretien, Sa Majesté bien-aimée va se déclencher. Mais encore et toujours, personne ne veut rien me donner, donc je vais piocher une carte. Puis je vais commencer en landant avec un paysage myriadaire, un terrain qui arrive engagé, qui peut s'engager pour ajouter un incolore. Et pour 2 incolores, je peux l'engager et le sacrifier pour aller chercher 2 terrains qui partagent un même type et les mettre sur le champ de bataille engagé. Après ça, je vais décider de jouer une semeuse de tentation. C'est une créature 2-2 qui a le vol et quand elle arrive sur le champ de bataille, je peux acquérir le contrôle d'une créature ciblée tant que la semeuse de tentation reste sur le champ de bataille. Et quand elle arrive, du coup, je vais décider de cibler l'hérétique Viachino pour qu'il vienne chez moi. À moi? Et cela signera la fin de mon tour. À celui de Ludo, il va commencer en landant un appartement de luxe, un terrain qui peut s'engager pour ajouter les couleurs de Rakdos. Il va ensuite passer à sa phase d'attaque, il va renvoyer Gav une nouvelle fois sur Sylvain, puis le lézard du désert sur Coco. Sylvain reprendra 3 blessures du commandeur, tandis que Coco prendra une blessure du lézard du désert. Puis ensuite, pour 4 mana, il va jouer un instigateur d'Agathe avec sa progéniture. Donc pour mémoire, la progéniture ça permet de payer un coût supplémentaire au moment où on lance le sort pour faire apparaître un jeton de créature 1-1 qui est une copie de cette créature. Du coup, quand l'investigateur d'Agathe arrive, cela va faire proc Gav et donc infliger une blessure. Et bien sûr, elle va être pour moi. Puis la progéniture arrive et cette fois-ci c'est l'instigateur d'Agathe d'origine qui va proc puisqu'il va infliger une blessure à chaque adversaire. Du coup, la première capacité de Gav s'enclenche, le premier instigateur d'Agathe arrivera avec 3 marqueurs +1/+1 sur lui, tandis que la progéniture, elle, arrivera avec 4 marqueurs +1/+1. Ouais, bon, désolé, j'ai pas trop respecté l'ordre de la pile, mais je pense que vous avez compris. En réponse à l'étape de fin de Ludo, Coco aura une réponse puisqu'il va jouer le libérateur mécanoptère de combat d'Urza. C'est une créature 1-2 qui a le flash, le vol, et il pourra lancer maintenant ses sorts incolores et ses sorts d'artefacts comme s'ils avaient le flash. En plus de ça, à chaque fois qu'il va lancer un sort, si la quantité de mana dépensée pour lancer le sort est supérieure à la force du libérateur, il mettra un marqueur +1/+1 sur cette créature. Du coup, autour de Coco, le talisman solaire perd son dernier marqueur temps, il va donc enfin arriver en jeu, puis il va jouer un land avant de passer son tour. Après tout, maintenant qu'il peut jouer en flash, autant en profiter. Autour de Flo, il va lander un marais, puis après jouer son commandeur, Ultron l'annihilateur. C'est une créature 3-4 qui a le vol, à chaque fois qu'Ultron arrive ou attaque, il pourra créer un jeton d'artefact 2-2 incolore robot et méchant, et surtout à chaque fois qu'un artefact ira dans son cimetière, chaque adversaire perdra un point de vie. Et vu qu'il vient d'arriver, il va créer son premier jeton. On continue avec le tour de Sylvain, il va mettre une forêt en jeu, puis jouer Griffe Boyau, Terreur de Calcisma, une créature 4-3 qui va permettre à toutes ces créatures de force supérieure ou égale à 4 d'être lancées pour 2 mana de moins. En plus de ça, à chaque fois que Griffe Boyau attaque, chaque créature de force supérieure ou égale à 4 qu'il contrôle va gagner +1/+1 et acquérir le piétinement jusqu'à la fin du tour. Du coup, on enchaîne avec mon tour, et Sa Majesté bien-aimée s'est activée, mais personne ne veut rien me donner, tant pis je vais quand même piocher. Non, vous posez pas de questions, hein, c'est la canicule, c'est juste la chaleur qui commence à attaquer là. Enfin bref, je vais lander avec une plaine, puis pour 2 mana je vais jouer l'un de mes commandants, Livio Sentinelle Assermenté. C'est une créature 2-2 et pour un incolore et un blanc, je peux choisir une créature et son contrôleur peut l'exiler avec un marqueur égide sur elle. En plus de ça, pour 2 incolores et un blanc, je peux l'engager pour renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire toutes les cartes exilées avec des marqueurs égide sur elle. Ensuite, je vais utiliser 2 mana pour jouer un cachet d'ésotérisme, un artefact qui peut s'engager pour ajouter un mana de la couleur de l'identité de mon commandant. Je vais ensuite passer à ma phase d'attaque et je vais envoyer la semeuse de tentation sur Ludo pour lui infliger 2 blessures.
Et en parlant de Ludo, c'est son tour qui commence, il va lander avec un marais, puis pour 4 mana, il va jouer un monolithe lugubre. C'est un artefact qui dit qu'au début de son combat, pendant son tour, chaque adversaire perdra un point de vie et lui regagnera un point de vie. En plus de ça, il peut l'engager en payant 2 points de vie et en sacrifiant le monolithe pour aller piocher 2 cartes, mais il pourra le faire seulement en rituel. Il va donc ensuite passer à sa phase d'attaque, on va tous perdre un point de vie et lui il va en regagner un. Il va envoyer la progéniture de l'instigateur d'Agathe sur moi, que je vais décider de bloquer avec le Viachino. Et heureusement que Sylvain nous rappelle à Ludo et à moi que Viachino est une 1-3 de base, parce que j'allais la mettre au cimetière, mais en fait je le bloque et il se passe rien du tout. Mais avant qu'on le réalise, ça va être l'étape de fin de Ludo, et quand Coco va avoir la priorité, il va jouer en flash son commandant, Molecule Man. Oh putain, oui, ça fait 2 games qui nous le tease. Donc c'est une créature 5-5 qui donne le miracle 0 aux cartes non terrain dans la main de Coco. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que la capacité miracle? Eh ben c'est une capacité qui permet de lancer une carte pour son coup de miracle, donc 0 en l'occurrence, si c'est la première carte qu'il pioche pendant son tour. Entre parenthèses, l'arrivée de Molecule Man déclenche la deuxième capacité du libérateur, il va donc mettre un marqueur +1/+1 dessus. Ensuite Coco va commencer son tour. Et pour en revenir au miracle, une illustration. Ah, je viens de piocher une carte, elle coûte 0, je vais jouer les 10 anneaux. Oh, le gros porc! Les 10 anneaux, un nouvel artefact légendaire qui augmente la taille maximum de la main à 10. Et au début de son étape de fin, s'il a moins de 10 cartes dans sa main, Coco pourra piocher un nombre de cartes égal à la différence. Plutôt stylé. Et vu qu'il est bien lancé, il va continuer en lançant Excalibur Épée d'Éden. Un artefact légendaire qui va lui coûter X de moins à lancer pour chaque permanent historique qu'il contrôle. Donc entre Molecule Man et les 10 anneaux, ça va lui coûter 0. L'équipement s'équipe seulement sur les créatures légendaires mais pour 2 incolores. Et la créature va gagner +10, +0 et la vigilance, rien que ça. Il va donc payer 2 mana en plus pour l'équiper à Molecule Man, puis déclarer une phase d'attaque sur Flo, que Flo décidera de bloquer avec son assistant d'atelier. Ouf, heureusement que c'est pas passé, parce que sinon c'est 15 de blessures de commandant là. Bon enfin, on reprend avec le tour de Flo, il va lander un marais et jouer un automate hangar enjambeur. Une très bonne créature artefact 1-4, les mécanoptères qu'il contrôle gagnent +1/+1, et si au moins un jeton d'artefact devait être créé sous son contrôle, il va créer un jeton de créature artefact 1 incolore mécanoptère avec le vol en supplément. Il reprend son tour et va jouer la clé de nuage, c'est un artefact qui quand il arrive, il doit choisir un type de carte. Il va choisir artefact et dorénavant ces artefacts lui coûteront 1 de moins à lancer. Il passe ensuite à sa phase d'attaque et va m'envoyer Ultron l'Annihilateur pour m'infliger 3 blessures. Et grâce à sa première capacité, il va pouvoir créer un jeton de créature artefact de 2 incolore, robot et méchant. Et ça va faire également réagir l'automate, ce qui fait qu'en plus du robot de 2, il y aura également un mécanoptère avec le vol 1-1. Ensuite, on reprend avec le tour de Sylvain, il va commencer en landant avec une forêt. Puis grâce à la capacité de Griffe Boyau, il va pouvoir jouer son commandant Raph et Mickey, fauteur de troubles. Donc une magnifique 7-7 piétinement célérité, et à chaque fois qu'il va attaquer, il va pouvoir révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature. Il va mettre cette carte sur le champ de bataille engagé et attaquant et le reste au-dessous de sa bibliothèque. Avec l'arrivée de Raph et Mickey, le lien élémentaire se déclenche et il va piocher une carte. Il va ensuite déclarer une phase d'attaque sur Flo. Ça sent bon le gardien ou traite déjà, c'est bon signe. Ce qui va donc faire proc son commandant et faire arriver un Colosse de Sombracier. Colosse de Sombracier donc qui est une 11-11 piétinement indestructible. Et s'il devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, il pourra être remélangé à la bibliothèque. L'arrivée du Colosse fait proc le lien élémentaire et Sylvain va piocher une seconde carte. Puis à sa phase de bloc, Flo va décider de bloquer le commandeur de Sylvain grâce à ses 2 robots, son automate et également son mécanoptère. Sylvain décidera de cibler l'automate, un robot et le mécanoptère. Dans cet échange, Sylvain perdra également son commandant et Flo prendra 11 blessures. Ouf, avant que ce tour se termine, je vais claquer mon paysage myriadaire pour aller chercher 2 îles. Puis on arrive à mon tour et à mon entretien, Sa Majesta Bien-Aimée se déclenche. Tu me donnes quelque chose? Ludo? Hein? Allez, fais pas ta pute. J'essaye de te donner la progéniture, mais c'est interdit par les règles. Non, t'es vraiment pas drôle. C'est Coco, mon jeton. tu donnes quelque chose? Je te donnerais bien un anneau, t'as vu, mais ce serait beaucoup quand même. Ok. Oui, parce qu'en vrai, t'es un traître. Et Flo, tu donnes quelque chose? Franchement, pour pas te faire piocher, réduire tes artefacts de 1, et t'en joues quand même quelques-uns. Donne ton commandant. Donne un. Ah non. Donne ton Pas calibre. suivant. Ouais, le caï c'est un mana, mais pour pas qu'il pioche, donner un mana, bof, pioche. Et tu me donnes quelque chose, Sylvain? Oh putain. Alors je dégage pas, hein. Il dégage pas. Hein, C'est écrit. Acquérez le contrôle de ses permanents et dégagez-le. Ça, Ça, tu donnes. si ça c'est pas le gardien, c'est un gros dedans. Non.
Joyeux Noël, Zaki. Eh Zaki, je suis le gardien. Ouais, bah... Là, va falloir que tu prouves autant que lui, hein. C'est chaud. Sylvain me donne son colosse de son brassier et va donc pouvoir piocher une carte, comme quoi la patience, ça paye. Bon bah du coup, je commence mon tour, je vais lander avec une plaine, et puis je vais jouer Sakashima l'imposteur, mon second commandeur. Quand il va arriver sur le champ de bataille, je vais choisir qu'il arrive qu'une copie de la semeuse de tentation, et du coup je vais essayer de prendre le contrôle de Molecule Man et de sa belle épée, tant qu'elle lui reste équipée, hein, bien sûr. Et vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de réponse, je vais continuer en jouant l'Enchantresse Envoûteuse, une créature 2/2 qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, me permet de détruire un artefact ou un enchantement. Je vais donc cibler Ultron pour le détruire. Je passe ensuite à ma phase d'attaque, je vais envoyer l'hérétique Viachino sur Flo et ma semeuse de tentation sur Ludo. Pas du tout frustré d'avoir les deux plus gros tons de la table et de pas pouvoir attaquer avec. Flo prendra donc 4 blessures et Ludo 2 blessures. Mais après ça, je mettrai fin à mon tour. Au tour de Ludo, il commencera à lander avec une montagne, puis passera à sa phase d'attaque. Le monolithe lugubre se déclenche, on va donc tous perdre un point de vie et il va reprendre un point de vie. Ensuite, il va décider d'envoyer la progéniture de l'instigateur d'Agathe sur Sylvain pour lui infliger 5 blessures. Il continue son tour en jouant un coursier Héloderme, une créature 4/2 qui a la règle scellée. Concrètement, Ludo pourra engager n'importe quel nombre d'autres créatures qu'il contrôle dont la force totale est supérieure ou égale à 1, et cette créature sera considérée comme scellée jusqu'à la fin du prochain tour. Du coup, à chaque fois que le coursier Héloderme attaque, tant qu'il est scellé, il pourra exiler la carte du dessus de sa bibliothèque, et jusqu'à la fin de son prochain tour, il pourra jouer cette carte. Quand le coursier arrive, ça va déclencher l'instigateur d'Agathe et sa progéniture. Tous ses adversaires vont perdre 2 points de vie. Gave va se déclencher également, donc le coursier Héloderme arrivera avec 4 marqueurs +1/+1. Par contre, je crois qu'il a oublié la deuxième capacité et va oublier d'infliger une blessure à un adversaire avec l'arrivée du nouveau lézard. Il va ensuite payer 2 points de vie et sacrifier son monolithe lugubre pour piocher 2 cartes, puis il finira par jouer le fouet de vigne iridescent avec sa progéniture. C'est une créature 1/2 qui a le touche-terre, donc à chaque fois qu'un terrain qu'il contrôle arrive, cette créature infligera une blessure à un adversaire. Et puisque 2 nouvelles créatures sont arrivées, l'instigateur d'Agathe et sa progéniture nous infligent 2 blessures, donc 4 blessures au total. Grâce à Gave, ils arriveront également avec leurs 4 marqueurs +1/+1. Par contre, je crois que la deuxième capacité sera encore une fois oubliée et les blessures seront perdues. Puis à la fin du tour de Ludo, Coco en profitera pour jouer en flash une Dynamosran, donc un artefact qui peut s'engager pour ajouter 3 incolores, et également la Cigale Fuyarde. Donc c'est une créature 2/2 qui a le flash, il peut lancer des sorts incolores comme s'il avait le flash, et à chaque fois qu'il lance un sort incolore jusqu'à la fin du tour, la Cigale gagnera le piétinement et +X, X étant la valeur de mana du sort. Puis un petit vocal et assez subtil, mais on n'aura plus de doute sur les rôles. Il le traite, ça doit être une sale situation quand même. Quand le seigneur il a 30 d'attaque. Ah bah, 1, 2, 3, là, Coco, tu viens de se vendre et dire un peu. Non, Coco! 4, 5. Bon, bah voilà, c'est dit. Moi débute son tour, Coco landera et jouera ensuite un golem météoritique, une créature 3/3 qui, quand elle arrive, détruit un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Il va cibler mon Sakashima déguisé en semeuse de tentation qui détient son Molecule Man. Mais je vais avoir une réponse puisque je vais utiliser ma relique des légendes pour engager Molecule Man et Livio. Non, j'aurais dû engager Sakashima, idiot. Bah enfin bref, pour me faire 2 mana blancs, et avec ça, utiliser la première capacité de Livio. Je vais pouvoir choisir une créature ciblée et l'exiler avec un marqueur Égide. Puisque c'est moi qui contrôle encore Molecule Man, c'est moi qui choisis si je mets ou non le marqueur Égide. Du coup, Sakashima meurt de décès, mais Molecule Man retourne dans la zone de commandement de Coco. En contrepartie, il récupérera quand même son épée. Avec le lancement du golem météoritique, le libérateur va gagner un nouveau marqueur +1/+1, et la cigane gagnera +7/+7 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ensuite, Coco équipera Excalibur au libérateur, puis passera à sa phase d'attaque. Il commencera par envoyer le libérateur sur Ludo et la Cigale Fuyarde sur Sylvain. Ludo prendra 13 blessures et Sylvain 9 blessures. À la fin de son tour, les 10 anneaux se déclenchent et il piochera 3 cartes pour retourner à 10 cartes en main. On continue avec le tour de Flo. À défaut de lander, il va jouer un incubateur mire pour 6 mana. Concrètement, pour 6 mana, il peut l'engager et le sacrifier. Il ira chercher dans sa bibliothèque n'importe quel nombre de cartes d'artefacts et il va les exiler. Et ensuite, il créera autant de jetons de créatures 1 à 1 color mire avant de remélanger son deck. On enchaîne avec le tour de Sylvain. Il va lander avec sa forêt pour rejouer son commandant, Raph et Mickey, fauteurs de troubles. Quand il arrive, cela va faire proc le lien élémentaire, il va donc piocher une carte. Il passe ensuite à sa phase d'attaque et va envoyer Raph et Mickey sur Flo. La capacité du commandant de Sylvain s'active et ça va faire venir engager et attaquant. Il largue le sanglier terrasseur.
Une créature 6-6 piétinement, à chaque fois qu'Ilarg va attaquer, il va pouvoir mettre sur le champ de bataille une carte de créature engagée et attaquante depuis sa main. Puis au début de la prochaine étape de fin, il faudra qu'il renvoie cette créature dans sa main. Et si Ilarg venait à mourir ou à être exilé, Sylvain pourra le remettre dans sa bibliothèque en 3ème position à partir du dessus. Quand Ilarg arrive, cela va faire proc le lien élémentaire et il va piocher une nouvelle carte. Mais vu qu'il arrive attaquant, par contre sa capacité ne se déclenchera pas. Flo utilisera son robot pour bloquer le commandeur de Sylvain, ce qui lui permettra de bloquer 2 dégâts, mais il en prendra tout de même 11 en tout. Et nous revoilà à mon tour et à mon entretien, sa majesté bien-aimée se déclenche. Bon, comme d'hab, Ludo va m'envoyer chier, par contre Coco va me donner les 10 anneaux, ouais, pourquoi pas, hein. Bon, Flo va me garder les crevés, ok, et Sylvain va me passer son commandant, mais très bien, très bien. C'est vrai qu'on se sent bien aimé dans ces cas-là, hein. Bon, et pour enlever tout doute, Sylvain va préférer se révéler, il est l'augure, le gardien. Voilà, par contre on a très mal joué la carte parce qu'on ne l'a pas bien lu. Au final, quand l'augure est dévoilé, un joueur ciblé va mélanger et appliquer le regard X, donc X étant le coup du dévoilement, hein, puis exiler la carte du dessus de sa bibliothèque, il gagne un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte, ok, puis il peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. Or nous, puisqu'on sait pas lire, quand on a vu que Sylvain l'avait payé pour 0, on s'est dit que ça allait rien faire. Manque de chance pour Sylvain ou pour Bibi, donc on aurait pu exiler une carte et potentiellement la jouer gratuitement. Bon, lisez vos cartes, c'est important. Bon, enfin, après avoir landé, je vais passer directement à ma phase d'attaque, et je vais envoyer le colosse de Sombracier et la semeuse de tentation sur Ludo, et enfin Raph et Mickey dans la tronche à Flo. En attaquant, la capacité de Raph et Mickey se déclenche, je vais donc révéler les cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à temps que je révèle une créa, et ça sera le canaliseur d'éther. Bon, ça aurait pu être mieux, et ça aurait pu être pire aussi, hein, je crois. Enfin bref, quand il arrive du coup sur le champ de bataille, je vais pouvoir choisir ou de créer un jeton de créature 1 blanche oiseau avec le vol, ou envoyer un autre permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, ou piocher une carte. Je vais choisir de renvoyer la progéniture de l'instigateur d'Agathe dans la main de Ludo, ce qui aura pour effet de le détruire. Pour finir, le canaliseur d'éther sera attaquant sur Flo. Il n'y aura aucune réponse, et il n'y aura pas de bloqueur non plus du côté de Ludo, donc du coup ça fera 13 blessures pour Ludo, et 9 de plus pour Flo, qui passera l'arme à gauche. Je continue mon tour et je vais essayer de jouer un maximum de cartes pour pouvoir bénéficier au mieux de l'effet des 10 anneaux. Je vais donc commencer par jouer une vampire accueillante, une créature 2-3 qui a le vol, et à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sous mon contrôle, je pourrais piocher une carte. Par contre ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Je vais également jouer le fameux hôtel de la couvée pour 1 mana, un artefact qui me permet qu'à chaque fois qu'un permanent arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, chacun de mes adversaires va mettre la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. A ce stade, je conserve un petit peu de mana pour me protéger au cas où, et je vais mettre fin à mon tour, et je vais donc piocher 6 cartes grâce aux 10 anneaux. Et c'est parti pour le tour de Ludo, il va commencer en jouant l'amateur de sensations fortes de Gastal. C'est une créature de 3 qui a la règle allumer les moteurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le joueur va gagner un nouveau trait, je fais des guillemets avec les doigts là, un nouveau trait donc qui commence à 1, puis pendant son tour, si un adversaire perd des points de vie, sa vitesse augmentera de 1. Par contre, ça ne se fait donc qu'une seule fois par tour. À 4, elle acquiert la vitesse maximale, ce qui fait que les permanents qui ont la capacité vitesse maximale débloquent leur capacité. En l'occurrence, pour l'amateur de sensations fortes, il gagnera le contact mortel et la célérité. Sinon à part ça, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle va infliger une blessure à un adversaire, moi, et Ludo va gagner un point de vie. Son arrivée, il va déclencher également l'instigateur d'Agathe, ce qui fait que tout le monde va prendre une blessure en plus. Et pour finir, Gev va également se déclencher, et cette fois-ci, Sylvain va rappeler du coup que Gev peut infliger une blessure à chaque fois que Ludo va jouer un lézard, donc cette fois-ci, il va l'infliger à moi. Et donc en plus de ça, l'amateur de sensations fortes arrivera avec 3 marqueurs +1/+1 sur lui. Ensuite, il va jouer Monsieur Passepartout, le proscrit changelin, une créature 1 qui a la règle changelin, donc il a tous les types de créatures. Par contre, il ne peut pas bloquer, mais il ne peut pas être bloqué non plus. Donc, quand il arrive, rebelote, l'instigateur d'Agathe se déclenche, on va tous prendre une blessure, puis Gev se déclenche, je vais prendre une nouvelle blessure, et enfin, le changelin arrivera avec 3 marqueurs +1/+1 sur lui. Il va sceller son coursier Héloderme avec le lézard du désert. Il passe ensuite à sa phase d'attaque, avant de me l'envoyer dans la tronche. En attaquant, il va pouvoir exiler la carte de dessus de sa bibliothèque, il va exiler une montagne, pas mal puisqu'il avait pas landé. Et puis je vais choisir de bloquer son gros lézard avec mon enchantresse envoûteuse. Moi c'est pas le choix le plus logique, mais sur le coup, voilà. Mon enchantresse se fera décalquer la tête et ira au cimetière. Du coup, à sa deuxième phase principale, il va pouvoir lander le terrain qu'il a exilé. Le fouette-vigne iridescent va se déclencher et sa progéniture également m'infligeant 2 blessures de plus. Après ce tour piquant, on va reprendre avec Coco qui va land avec l'auberge des aventuriers, un terrain qui quand il arrive lui permet de gagner 2 points de vie, sinon il s'engage pour ajouter un incolore. Puis on va rentrer en phase de politique.
Zeki, Mhm. il y a moyen qu'on gagne, je te le dis, honnêtement. Révèle-toi. Ah bon? Ah, justement, alors, ok, c'est quoi? Et hop, C'est quoi, regarde, je le fais pas, je le fais. c'est Je le paye traître qui- 8 PV, je me défausse d'une carte et tu vas comprendre pourquoi on peut gagner. Coco est donc le traître avec la métamorphe. Quand la métamorphe est dévoilée jusqu'à la fin du tour et au moment où un adversaire perd la partie, Coco pourra choisir de retirer la métamorphe de la partie, et donc Coco pourra choisir de prendre l'identité de ce joueur tout en retournant sa carte face cachée, sauf s'il venait à prendre l'identité du seigneur, bon c'est pas le cas, mais ça lui permettrait de refaire la capacité de dévoilement de la carte du coup. Oh de la carte, oh putain l'enfoiré. Ah oui, il va gagner comme ça. Si on tue Sylvain, je prends son rôle. Et après, on tue. C'est magnifique. C'est magnifique. Zaki, c'est ma proposition, je tue Sylvain et je mets Ludo à un PV. Je peux le faire. C'est sur la table. Sylvain, moi, est-ce que tu as une contre-proposition Sylvain? Retenez la prochaine fois J'ai que rien, vous êtes je peux rien jouer, donc c'est toi qui joues à ce que tu le sens. Ah non mais là moi clairement je Ah te oui. laisse une chance de te défendre si vraiment tu me dis dans l'idée je préfère te sauver donc Sylvain, il peut bien beurrer derrière, quoi. Ouais, je vais mourir quelqu'un, mais c'est tout. Et après une longue conversation, et sûrement l'un des deals les plus compliqués à accepter, j'ai laissé la main mise à Coco pour qu'il essaye son plan. Oui, je l'avoue, j'ai trahi mon gardien. Je peux vous dire que j'avais pas envie, mais là le plan était trop alléchant. Bon, par contre, un deal est un deal, il faut qu'il tue Sylvain et qu'il mette Ludo un point de vie, sinon ça tient plus. Bon, bah on va voir son plan du coup, il commence en jouant le commandant de Kozilek, d'accord, à 6, donc ça veut dire qu'il le paye pour 4 mana. Il va donc pouvoir choisir deux choix différents, parmi un joueur ciblé créer X jetons de créature 0-1 incolore Eldrazi et Engeance avec sacrifier cette créature, ajouter un incolore. Sinon, un joueur ciblé applique regard X puis pioche une carte, ou encore exiler une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, ou pour finir, exiler jusqu'à X cartes ciblées depuis les cimetières. Bon ok, il va donc commencer par choisir de faire un regard X donc à 4, puis piocher une carte, et en deuxième choix, il va choisir d'exiler une créature ciblée, donc ça sera Griffe Boyau qui coûte 4 mana du coup. Mais, Ludo va avoir une réponse. Bah oui, il va se dévoiler pour 3 mana, il est donc un assassin en la présence de la magicienne. En l'occurrence, quand elle est dévoilée, Ludo pourra choisir une nouvelle cible pour le sort d'éphémère ou de rituel ciblé, et après ça, il pourra même le copier, il pourra choisir de nouvelles cibles pour la copie. Donc, il va pouvoir appliquer 2 fois le regard 4 et piocher une carte, et choisir d'exiler du coup 2 créatures qui coûtent 4 ou moins de mana. Il va cibler le libérateur et ma semeuse de tentation qui détient toujours son hérétique Viashino. T'as plus Ah, moyen de exactement. tuer qui que ce soit là, Coco. Bah oui. Je te dis. Ah, attends, j'ai une main complète et j'ai du mana. Ça va dépendre de ça pour ma réponse en vrai. Je te dis. Oh, le deal qui tombe dans le drama. Ah bah écoute, j'ai tenté. Hein. Et... C'est qui le mode parrain de la mafia? Alors, Tony, tu avais promis des choses. Je suis déçu. Actuel des choses, je pourrais pas sauf si t'arrives à m'aider de me débarrasser de l'ours. Mais c'est tout. Bah là on Tony, Tony, Ah bah, bien, Tony. très bien. Du coup, le contrat n'étant pas respecté, je vais utiliser la relique de légende pour pouvoir utiliser la capacité de l'hérétique Viashino et détruire Excalibur. Cela me permettra d'infliger 12 blessures à Coco, et à la suite de ça, je vais utiliser 2 mana de plus pour utiliser la première capacité de Tivio. Encore une fois, je détiens toujours l'hérétique Viashino à ce moment-là, donc je vais choisir de l'exiler avec un marqueur Égide. Au final, et pour résumer, l'hérétique Viashino sera exilé à cause de Livio, tandis que le libérateur et la semeuse de tentation seront exilés, eux, à cause du commandement de Kozilek. Et toujours dû au lancement de ce sort incolore, la cigale fuyarde va gagner +6/+6 grâce à sa seconde capacité. Enfin, Coco va passer à sa phase d'attaque, ils vont envoyer la cigale et le golem météoritique sur la tête à Sylvain. La cigale étant une grosse 8-8, il va la bloquer avec son ours. Il prendra tout de même 3 blessures, ce qui fait qu'il tombera à 2 points de vie. Mais c'est le moment du retour de bâton parce qu'on va commencer le tour de Sylvain. Et là les petits loups, je vous préviens, accrochez-vous parce que ça va partir dans tous les sens. Il va commencer en landant une montagne. Avec ça, il va jouer le Kodama de l'arbre de l'Est. Voilà, vous sentez le truc venir. Donc c'est une 6-6 avec la portée. À chaque fois qu'un autre permanent arrive sur le champ de bataille sous son contrôle, s'il n'a pas été mis sur le champ de bataille avec cette capacité, Sylvain pourra mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal depuis sa main. Quand Kodama arrive, les liens élémentaires se déclenchent, il va piocher une carte. Sylvain passe ensuite à sa phase d'attaque. Il va envoyer Ilarg le sanglier terrasseur sur Coco.
Sa capacité se déclenche et Etali, conquérant primordial, se pointe. Première chose à noter, déjà le lien élémentaire se déclenche, il va donc piocher une carte. Ensuite, Etali, c'est quoi? C'est une 7-7 qui a le piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur va exiler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Sylvain pourra lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes non-terrain exilées de cette manière, et ça sans payer leur coût de mana. Sinon pour 9 mana et 2 points de vie ou un vert, il pourra transformer Etali, mais on a déjà beaucoup de choses à voir donc ça je vous passe les détails. Donc, quand Etali arrive, Kodama de l'arbre de l'Est se déclenche. Sylvain va mettre sur le champ de bataille Kogla, le singe titan. Naturellement quand Kogla arrive, le lien élémentaire se déclenche, il va pouvoir piocher une carte. Kogla, qu'est-ce que c'est? Kogla, c'est une 7-6. Quand il arrive sur le champ de bataille, il se bat contre jusqu'à une autre créature ciblée qu'il ne contrôle pas. Mais à chaque fois qu'il attaque, il pourra détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé que le joueur défenseur contrôle. En plus de ça, pour 2 mana dont un vert, il peut renvoyer un humain ciblé qu'il contrôle dans la main de son propriétaire, et Kogla acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Du coup, quand Kogla arrive, il va choisir de se battre contre la cigale fuyarde. Mais Coco aura une réponse puisqu'il va utiliser la capacité de la cigale lui permettant de jouer des sorts incolores avec le flash pour lâcher un conduit de runes. Du coup c'est une créature 5-5 et quand il est lancé il va pouvoir chercher dans sa bibliothèque une carte de créature incolore avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 7. Il la révèle, il mélange sa bibliothèque et après il va la mettre au-dessus de celle-ci. En plus de ça, le premier sort de créature qu'il va lancer à chaque tour coûte 2 incolores de moins à lancer. Et pour troller un petit peu plus, il va aller chercher un ange de platine qui va donc mettre au-dessus de sa bibliothèque. Le conduit de runes coûtant 6 mana, la cigale va donc gagner plus 6 et donc Kogla en se battant contre lui va s'éclater dessus. On résout ensuite la capacité de Etali. De mon côté, je vais révéler un agent de traîtrise. Du côté de Ludo, ça sera un Rhino Komodo. Coco, un ange de platine, bah ça alors. Et côté Sylvain, une tentation de la découverte. Pour en finir avec cette phase d'attaque, parce que oui, on en était là, Coco va bloquer avec son conduit de ruine Etali, mais ça ne sera pas suffisant, il perdra la partie à ce moment-là. Sylvain lancera l'agent de traîtrise, donc c'est une créature 2-3 qui, quand il arrive, lui permet de prendre le contrôle d'un permanent ciblé. Et au début de son étape de fin, s'il contrôle au moins 3 permanents qu'il ne possède pas, il peut piocher 3 cartes. Et avec l'arrivée de l'agent de traîtrise, le lien élémentaire se déclenche et il va piocher une carte. Et donc, grâce à la première capacité de l'agent de traîtrise, il va reprendre le contrôle de son commandant, Ralph et Mickey. Mais c'est toujours pas fini, puisque quand il arrive, Kodama de l'arbre de l'Est se déclenche, il va donc pouvoir mettre un nouveau permanent sur le champ de bataille. Il faut que ce permanent coûte 7 mana au moins, il va choisir de jouer, oh putain, Morok Fury d'Akum. Donc c'est une créature 6-6, chaque créature qu'il contrôle gagne plus 1/+0 pour chaque fois qu'elle a attaqué pendant le tour. Et en plus de ça, il a le touche terre, donc à chaque fois qu'un terrain qu'il contrôle arrive, si c'est sa phase principale, il y aura une autre phase de combat supplémentaire après celle-ci. Au début de celle-ci, il dégage toutes les créatures qu'il contrôle. Et bien sûr, les liens élémentaires se déclenchent, il va piocher une carte. Bon, après ça, il va jouer le Rhino Komodo, et bien sûr, quand il arrive, les liens élémentaires se déclenchent, il va donc piocher une nouvelle carte. Bon, le Rhino, c'est juste une 5-2 avec le piétinement. Par contre, ça fait proc le Kodama, mais il n'a pas d'autres permanents qui lui coûtent autant ou moins de mana, donc ça ne fera pas arriver d'autres permanents sur le champ de bataille. Il va jouer ensuite une Sapiens Naturalis pour aller chercher un terrain qui va arriver du coup sur le champ de bataille, ce qui va donc déclencher Morog, il aura donc une autre phase de combat. Et maintenant que Coco s'est fait piétiner, il va envoyer Hilarg et Ralph et Mickey à l'assaut des points de vie de Ludo. La capacité de Hilarg se déclenche et il va donc pouvoir jouer un écraseur de cartes bois, très bien. Donc c'est une créature 6-6 avec le piétinement, à chaque fois qu'au moins une créature avec le piétinement qu'il contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, il crée un jeton de créatures XX verte, dinosaure et bête avec le piétinement, X étant le nombre de blessures que ces créatures ont infligées à ce joueur. Et bien sûr, quand il se pointe, le lien élémentaire se déclenche, il pioche une carte. Et ensuite, au tour de Ralph et Mickey, je pleure avec le montage. Il va donc commencer à exiler les cartes du dessus de sa bibliothèque et il va révéler... Putain, Ogère Kaslem, très bien. Donc, c'est une 6-5 qui a le piétinement pour changer. Donc à chaque fois que Ogère inflige des blessures de combat à un joueur, il révèle autant de cartes du dessus de sa bibliothèque. Il pourra mettre une carte de créature ou de terrain parmi elles sur le champ de bataille. Et il mettra le reste au-dessous de sa bibliothèque dans n'importe quel ordre. Quand Ogère meurt, on pourra le renvoyer sur le champ de bataille, engagé et transformé. Mais ça aussi, je vous le passe. Il y a déjà trop de choses. D'ailleurs, il pioche avec le lien élémentaire. Bon, à ce stade de la partie, Sylvain a une force de frappe telle que de toute manière, Ludo est obligé de bloquer avec tout son board et de perdre tout son board du coup,
pour espérer survivre. Faut savoir qu'avec Etali, il a chopé un cherche-land, donc il peut le jouer gratuitement pour aller chercher des landes. Il les mettra en jeu, ce qui va faire trigger Morog, et donc ajouter des phases d'attaque supplémentaires. Et pour pas faire durer plus longtemps la partie, on a décidé d'y mettre fin, et puis vu le nombre de triggers qui arrivaient, moi ça me fait beaucoup de montage en moins, oui. Mais c'est donc une victoire pour le Seigneur et son gardien. Eh bah quelle game, ouais, elle a été très disputée. Quand on regarde les points de vie à la fin, c'est assez serré. Hein. Tout le monde a eu son petit moment où son deck a montré ce qu'il pouvait faire, c'est super cool. Et c'est sûrement la game avec le deal le plus incroyable que j'ai eu à gérer dans mes parties de tricherie. Le deck de Lulo est un tribal lézard, on pourrait penser que le tribal est pas incroyable, mais Gabe arrive à superbement sublimer ses créatures, permettant au final assez simplement d'avoir des créatures avec un joli +4/+4, hein, ce qui fait que le moindre lézard insignifiant 1 devient une 5/5 menaçante, et les pings font partie entièrement de la mécanique du deck hein, pour grossir ses bêtes, mais ils finissent par devenir des vrais doigts dans les côtes, ça te tue pas, mais c'est pas bien agréable quand même. Coco nous a montré la violence que peut donner un miracle 0 gratos par tour. Heureusement que Molecule Man n'a pas eu trop de tours actifs, hein, sinon on aurait eu des surprises bien plus énervées que les 10 anneaux. En plus d'avoir proposé THE deal de la partie, il était une menace en retrait qui pouvait faire pencher la game à n'importe quel moment d'un camp à l'autre. Une game pas facile pour le trade qu'il était, mais avec du recul, en fait, il s'en est super bien sorti. Les decks incolores sont des défis très sympas à faire si vous aimez le deck building. Perso Coco m'a bien motivé à en faire un et j'ai craqué pour faire un The Vision pour le fun, donc vraiment lancez-vous. Bon, Flo n'a pas eu l'occasion de briller autant que dans la dernière game, mais malgré cela, on pouvait voir un combo se dessiner. Hein. Je le redis, mais les decks artefacts combo sont de très bons decks qui offrent beaucoup d'opportunités. Certes pas les plus originaux, mais sûrement parmi les plus stables. Ultron étant une carte de combo à part entière, l'avoir comme commandant est super confortable en fait. C'est une menace à surveiller même quand il est dans sa zone de commandement, car en fait il peut être le dernier clou du cercueil si le deck est en place. Ah, et le deck de Sylvain, Ralph et Mickey, bon on le connaît bien, hein, mais quelle violence. Comme on le voit à la fin de la partie, hein, il suffit d'une phase d'attaque pour que tout parte en cacahuète. Il demande un peu de chance pour avoir les bonnes cartes révélées avec le commandant, mais dans tous les cas, ça sera quelque chose de super dangereux qui va se pointer. Il fait partie des commandants à gérer au plus vite si on veut pas que la partie se termine prématurément en fait. En plus de ça, les couleurs qu'il a conviennent parfaitement pour le style de deck que c'est, hein, ce qui fait que même le coup de mana élevé du commandant, au final, c'est pas un si gros problème. Non, c'est vraiment la violence. Hein. De mon côté, je suis toujours très content du contrôle que j'arrive à effectuer avec mon deck. Hein. Il a réussi à bien s'en sortir malgré le fait que mon deck est un deck blink et que j'ai pas eu de quoi blink. Ouais, voilà. C'est vraiment dommage parce qu'avec la semeuse de tentation plus Livio, j'aurais eu un contrôle énorme sur le board. Si on rajoute l'enchanteresse envoûteuse, bêtement sacrifiée, hein, ça je vous l'accorde, mais les enchantements et les artefacts n'auraient pas existé autant sur le board non plus. Et j'étais assuré d'avoir une pioche tout à fait correcte avec le mur d'augure. Bref, pour être au top, il me manquait juste de quoi blink, mais au final, le deck a tout de même réussi à exister et même à être menaçant, notamment grâce à sa majesté bien aimée. Et ben voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis salut!